Bon, vous avez peut-être des commentaires, des questions par rapport aux enregistrements précédents. Alors, nous avons entendu des questions. C'était surprenant puisque vous ne les aviez pas posées pendant l'enregistrement. Oui, oui, tout à fait. Notamment par rapport à l'écrivain. Oui, tout à fait. Bon, donc nous avons des personnes qui vont, on les appelle les torpilleurs. Ces personnes vont tout faire pour que nous ne répondions pas à la question, pas parce que nous ne voulons pas répondre, c'est parce que eux ne veulent pas la réponse. Est-ce que vous comprenez la démarche? Oui, en fait, non, je comprends pas tout à fait la démarche. Pourquoi vous pourriez faire ça? Oui, parce que nous, je veux dire, vous le savez ou vous le savez pas? Ah, et donc, alors, nous retombons tout de suite sur la loi du silence. Donc, c'est à la limite très simple. Alors, vous allez, dans la loi du silence, par exemple, vous avez, mais pas pour l'écrivain, on ne parle pas de l'écrivain là, on parle d'autre chose. C'est simple, il y a eu un événement, par exemple. Cet événement a eu lieu en 1905, par exemple. Et a été observé, analysé par tous ceux qui savaient observer, analyser. Et donc vous comprenez que les poètes, par exemple, le poète c'est observer, analyser, par exemple. Oui, tout à fait. C'est facile, ils font descendre un poète, mais au sens de la Grèce antique. Au sens de, comment on pourrait dire, des explorateurs. Non, il faut descendre un explorateur. Est-ce qu'il faut descendre le poète en même temps? Non. Donc il faut descendre un explorateur. Oui. Il faut descendre un poète. Vous savez ce que c'est qu'un explorateur? Bon, imaginons que l'explorateur, vienne équipé de quelque chose, oui. Donc, c'est assez facile. Disons que l'événement se produit au même moment où l'explorateur arrive et le poète arrive. Vous comprenez? Oui. Ce poète qui sait parfaitement trouver tous ses mots, qui sait parfaitement décrire quelque chose, qui sait parfaitement le dire. Et l'explorateur fait des rapports et des rapports et des rapports et des rapports et des rapports. Oui, c'est ça. Plein de témoignages ont été recueillis, blablabla. Oui. Donc, ce dossier a été rédigé, etc. Et il a été mis sous scellé. Oui, tout à fait. Ensuite, bon, des gens comme la Grande Ariane, ça fait des choses comme ça. Bon, c'est simple. Nous allons vérifier juste une donnée. Est-ce que nous aurons des témoignages, par exemple? Est-ce que nous aurons des remontées d'informations? Est-ce que nous aurons des témoignages? Est-ce que nous allons retrouver une chose qu'il faut absolument retrouver? Ça, c'est franchement, si vous n'avez pas cette chose-là, bon, mais par exemple, c'est ce qui a été déterminé au départ. Par exemple. Bon, c'est relativement simple. L'événement est reproduit. Mais tout pareil. Alors, la question c'est, est-ce qu'ils font descendre un explorateur? Oui. Est-ce qu'ils vont descendre encore un poète? Oui. Oui, c'est sûr, pour s'assurer que, bon, ils retrouvent le même. C'est-à-dire, en termes de précision, ça s'est bien déroulé, l'événement? C'était pareil? Par exemple. Oui. Et, tiens, c'est très surprenant. Ils ont beau faire. Vous ne le dites pas. Et alors, qu'est-ce que c'est? La chose fantastique? Non. La chose croustillante? Non. La chose sulfureuse? Non. Pourquoi ils ne le disent pas? Le miracle? Non. La magie? Non. Mais alors, pourquoi cette chose-là, quelque chose, vous ne le dites pas?
Bon. Donc nous avons un sujet. Bon, il faudrait que Ariane formule le sujet, la grande Ariane, parce que bon, on dit la grande Ariane, Guantanamo peut faire pareil, mais et Apollo aussi, mais Apollo n'est pas loin de Guantanamo. Ou pensez-vous que des expériences peuvent être faites ou écoutez. Bon, donc, le programme Freud, c'est un programme de la grande Ariane, oui. Donc, on propose, on le dit comme ça, la mémoire, la biographie, donc on va retomber sur le sujet qui vous intéresse, oui, et le programme Freud. Oui, c'est ça. Alors, je vais illustrer tout simplement, oui. Bon, hier, j'ai cherché un livre. Mais évidemment, je n'ai pas trouvé. Parce que c'est ce livre que je voulais trouver. C'était ce livre que je voulais absolument, dont je voulais absolument parler. Il y a un passage dans le livre, je voulais absolument parler, je dis, vous êtes toujours en train de me faire ça. Oui, évidemment, je ne l'ai pas trouvé. Et vous avez, par rapport à la mémoire, oui, c'est pareil. Vous savez, comme disent les Anglais, on top of my mind, je l'ai, et j'arrive pas à le trouver. Oui, c'est ça. Bon, c'est pareil, oui. Seulement, ce matin, j'ai dit, au fait, on a parlé hier de... Mais c'est pas comme ça que je me suis souvenu. Donc, enfin, le souvenir ne c'est pas comme ça. La mémoire, c'est pas comme vous pensez, c'est pas romantique. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais c'est tout à l'heure que je le dis. Vous comprenez? Je fais référence à quoi? Au loup et à l'agneau. Bon. Je bois du thé sensiblement. Bon. Hey, Hilary, how are ya? It's not me. Hey. Oui. Donc hier, qui a dit qu'il y avait 2 pages qui avaient été arrachées? Richelieu. Qui a dit quelque chose sur Montaigne? Je pense qu'il n'apprécierait pas. C'était le sujet de dissertation. Il faut en parler. Et en fait, par rapport à la mémoire, j'ai dit, ça s'est pas passé comme ça, j'ai dit au fait, on a parlé de Montaigne hier. Oui, l'autre qui disait Montaigne. C'est Vergogne, ça. Et alors, j'ai retrouvé, je dis au fait, de Montaigne, qu'est-ce qu'on a? On a une couverture arrachée et un feuillet est resté dans le rabat. Vous savez, vous avez la couverture, la première de couverture, et il y a un rabat, vous savez. C'est-à-dire, vous avez, disons que la première de couverture, elle a une certaine dimension, ensuite ils font une rainure, oui, et ensuite vous pliez. Et là, vous avez un résumé. Oui, c'est ça. Ça, et intercalé comme dans une chemise. Alors, on va exagérer, un feuillet. Je ne le touche pas comme il était comme ça. Donc, j'ouvre le rabat. Et je lis. Convention pour la présentation du texte et des variantes. Résumé des indications données au début du livre 1, page 9 à 33. Et en première de couverture, on a Montaigne, et c'est 3 en chiffres romains, et une carte du monde. Mais c'est pas encore la carte. Bon, l'Amérique, l'Amérique, où est le reste? Donc, vous savez, c'est les cartes qui ressemblent bon, à des enluminures qu'on trouve, enfin à des gravures qu'on trouve dans les manuscrits du Moyen-Âge, par exemple. Oui, par exemple, pas forcément comme ça, mais ou des calendriers, avec les chants, les saisons, etc. Oui, un peu comme ça. Oui. Il y a cette chose de dire fuseau horaire, mais c'est pas ça. Enfin bref, c'est ça qu'on a. Comment vous dire ça? C'est une carte. Et là, je tombe sur ponctuation. Et j'ai dit, hier, quelqu'un voulait absolument qu'on dise quelque chose sur la ponctuation. Et
j'ai retrouvé, j'ai pas retrouvé tout de suite le texte, évidemment, mais j'ai retrouvé le texte de hier que je cherchais. Et c'était hymne spéculatif du Veda. Parce qu'on avait posé la question, vous voulez qu'on cite le Veda? Oui. Et donc c'est, mais alors j'ai cherché, j'ai dit, oh c'est bien, je l'ai retrouvé. Oui. Et ensuite, j'ai retrouvé ponctuation, j'ai cherché, cherchez madame, il faut chercher. Bon, un peu partout, bien sûr je ne l'ai pas trouvé, jusqu'à ce que je retombe sur la Bible, et jusqu'à ce que je retombe sur le livre science-fiction, oui, parce que l'Église, même l'Église science-fiction, qui serait intéressée d'entendre des... Oui, parce que nous avons lu un livre hier de Fleur pourpre, j'ai dit, alors, qu'est-ce qu'on a raté? Oui, et donc, mais ça c'est pas comme ça. Hier, quand on a commencé la thématique de la dissertation, au moment où je parlais, la chose de la ponctuation était arrivée. Oui, c'est ça. Donc, histoire mystérieuse, il y a le chiffre 2, un peu en dessous. On ne sait pas si c'est la deuxième partie, on n'en sait rien. Édition de Noël. Présence du futur. Oui. Alors, pareil, c'est un livre qui a été déchiré. Je n'ai que la moitié du livre. Attendez voir. Antescriptum. Je ne sais pas si j'ai tout le livre, mais je n'ai pas la 4e de couverture. Bon. Voilà. Donc, première de couverture, page volante. Présence du futur. Là, ça va, mais c'est un livre simple à paginer. Et donc, vous avez Antescriptum. Qui écrit comme ça? Antescriptum, Antescriptum, Antescriptum. Oui. Donc, c'est Asimov's Mysteries, Doubleday and Company, New York. Donc, Doubleday. Premièrement, Doubleday, j'ai dit, les journées de 100 heures. On disait les journées de... Oui, c'est ça. On disait, mais... je veux dire, nous... qu'est-ce que vous nous demandez? On peut pas... Ne pas dormir, hein. Oui, c'est vrai. Bon, ça, c'était important aussi. Et, par rapport à la dissertation, il faut lire ce que disait... oui, les caractères. Ponctuation. Ponctuation, un jour. Emily Dickinson. Attendez un instant. Attendez. Voilà, Philippe K. Dick. Simulacre. Ça n'a rien à voir, mais... Comment il s'appelle, le Premier ministre de Hollande? Bon, ensuite, Emily Dickinson reçoit un rédacteur en chef, un rédacteur en chef d'un journal, chez elle. Non, enfin, il lui parle de ses poèmes. Et alors, il y a une discussion houleuse sur la ponctuation. Elle lui a dit, vous n'avez pas respecté la ponctuation. Et il lui fait une remarque. Bon. Ponctuation. La caractéristique essentielle de la présente édition est de respecter la segmentation du texte et des essais déterminés entre 1588 et 1592 par retouche autographe sur l'exemplaire de Bordeaux. Ont donc été maintenus, en dépit des règles typographiques actuelles, les majuscules de... Alors, scansion. Oui, comment ça se dit? Employées par Montaigne à l'intérieur des phrases, même après virgule, pour détacher des propos ou marquer plus fortement leurs inflexions. Elle constitue la marque la plus significative de son langage coupé. Il faut savoir que dans les poésies, ça se passe aussi comme ça. Oui, c'est vrai. Ils ont cette liberté de faire ce qu'ils veulent. Hein. Oui, c'est vrai. Ils font aussi des calligrammes. Des retours à la ligne, mais pourquoi il y a un retour à la ligne ici, là? Par exemple. La ponctuation proprement dite a également été respectée. Toutefois, les deux points, dont l'emploi étranger aux normes actuelles prêtait à confusion, n'a été maintenu sous sa forme originelle que dans les cas où sa fonction coïncidait avec celle de son homologue moderne.
dans ce thème. Donc, Montaigne, essai, c'est le livre 3. Voilà. Et, donc, enfin, le livre que monsieur voulait écouter, enfin, le passage Histoire mystérieuse. Et donc, nous retombons sur la dissertation. Nous rappelons, c'est à vous de le rappeler si vous le savez, oui, en fait, donc, un correcteur a reçu, et pas forcément au bac, a reçu une dissertation qui montrait quelque chose de très particulier sur l'enseignement. C'était une élève marocaine. Parfois, c'est comme ça. Qui le dit? Oui. Et comment ça s'est passé? Ben, c'est un journaliste qui lui a dit parfaitement ce qu'elle devait écrire. On ne sait jamais quelle note elle a eu. 12. On ne sait pas. Vous savez l'histoire sur la narcolepsie? La narcoleptique, l'étudiante américaine. Oui. Est-ce que ça pourrait se passer comme ça? Non. Alors là, pas du tout. Les copies sont quand même vendues. Oui. Oui, c'est sûr. Hein. Faut faire comme si rien ne s'était produit. Oui. En fait, dans la même collection, il y a Mortel et la nuit, La poussière qui tue, Le carnet noir, La bonne étoile, La clé, La boule de billard. Oui, c'est ça, oui. Alors, je vais lire Antiscriptum. Quelques années avant que ne fût publié le récit que l'on va lire, nous nous étions réunis, 2 collègues et moi, pour rédiger un grand manuel de biochimie, fort compliqué à l'usage des étudiants en médecine. Nous passâmes des jours entiers, littéralement, à corriger des épreuves, et il nous arrivait fréquemment de relever des contradictions mineures. Tantôt un produit s'écrivait avec telle orthographe, et tantôt avec un autre. Tantôt tel mot composé prenait un trait d'union, et tantôt il n'en prenait pas. Tantôt une expression était formulée d'une certaine manière, et tantôt elle était d'une autre. Nous désespérions de parvenir à une concordance exacte quand « Ce n'est pas à vous de dire, tiens madame !» Ah. Bien. Donc, Antiscriptum. Quelques années avant que ne fût publié le récit que l'on va lire, nous nous étions réunis, 2 collègues et moi, pour rédiger un gros manuel de biochimie fort compliqué à l'usage des étudiants en médecine. Nous passâmes 2 jours entiers, littéralement, à corriger les épreuves et il nous arrivait fréquemment de relever des contradictions mineures. Tantôt, un produit s'écrivait avec telle orthographe, et tantôt avec un autre. Tantôt, tel mot composé prenait un trait d'union, et tantôt, il n'en prenait pas. Tantôt, une expression était formulée d'une certaine manière, et tantôt, elle était d'une autre. Nous désespérions de parvenir à une concordance exacte quand l'un d'entre eux finit un jour par s'exclamer. Comme disait Emerson, une logique sotte est le feu follet des petits esprits. Nous sautâmes là-dessus avec enthousiasme et dès lors, chaque fois que les correcteurs attiraient notre attention sur des contradictions mineures, nous griffonnions en marge de la copie Emerson et on laissait passer. Quelqu'un a dit quelque chose? Oui, voilà. Oui, sur la manière dont vous avez dit les choses, nous, on laisse passer. Vous allez voir, c'est pas tout à fait ce que vous pensiez. C'est pas tout à fait ce que vous pensiez. Bon, ça c'est une chose, et... Donc, on est toujours dans la science-fiction, oui. Simulacre, Philippe Cadic. K.Dic. Et ce roman a apparu sous le titre original The Simulacra. Copyright 1964 by S. Books.
Copyright Kalman Levy, 1973. On sait, ouais. Cette note de service de l'entreprise musicale électronique effrayait Nat Fletcher. Il n'y avait pourtant pas de quoi. Elle annonçait, il est vrai, un événement considérable. Le fameux pianiste soviétique Richard Kongrosian, un psychokinétiste qui jouait Brahms et Schumann sans trouver le clavier, avait été repéré à sa résidence d'été de Jenner, en Californie. Avec un peu de chance, Kongrosian sera disponible pour une série de séances d'enregistrement, cependant. Simulacre, Philippe Cadic. Et ainsi, l'homme moderne marche-t-il toujours aux frontières incertaines du réel et de l'imaginaire? Nous avions parlé du sujet, on n'en a pas encore parlé évidemment, mais nous avons évoqué un sujet, le créateur de toutes les réalités, les retours en arrière, la réalité disparue. On va lire l'introduction avant. Non. Ainsi, l'homme moderne marche-t-il toujours la dimension fantastique? Ainsi, l'homme moderne marche-t-il toujours aux frontières incertaines du réel et de l'imaginaire? Et, si son esprit rationnel ne lui permet pas de franchir le pas, l'espace d'une lecture, il peut accéder au rivage du fantastique. Il savoure alors des plaisirs défendus, même si la fiction matérialise sous ses yeux une vision d'épouvante. Pierre-Georges Castex parle d'une intrusion brutale du mystère dans le cadre de la vie réelle. Bon, il faut se le dire, oui, c'est vrai. Le conte fantastique en France, de nous dire, mot passant, tandis que Roger Caillois prononce les mots de scandale et de déchirure, anthologie fantastique, le lecteur est placé devant un tissu de réel et d'irréel dont il cherche à retrouver le fil d'Ariane. Ariane. La grande Ariane. Donc, dans le programme Freud, alors, nous allons expliquer qu'un grand chef, donc a subi des traumatismes, et oui, c'est-à-dire qu'il y a des chefs, vous imaginez, c'est le grand stratégaire informatique, oui, qui est toujours chouchouté, ça va, tout va bien, oui, dont on prend soin, mais bon, ça faire aussi pour qu'il reste toujours dans quelque chose qui l'énerve, mais on peut imaginer qu'un un grand chef, si, ça s'est produit, a subi des traumatismes, oui. Et donc il fallait parfois, parce que l'aider à se souvenir de quelque chose. Mais si c'est un traumatisme, il faut faire attention, oui. Oui. Seulement, dans le programme Freud, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, la grande Ariane, qui est-ce qui dit si un patient est psychanalysable ou pas? La grande Ariane vous répondrait, mais vous savez, c'est relativement évident pour quelqu'un de savoir si la personne est psychanalysable ou pas. Selon ce programme Freud. Après, ça fait des statistiques, beaucoup de statistiques, beaucoup de statistiques, beaucoup de statistiques, jusqu'à ce que... Oui, c'est très scientifique après. Et je veux dire, la grande Ariane, bon, ils ont des Zoria Astras aussi. Apollo, ils ont des Guantanamo. Le gars, il est à Guantanamo, il pipe pas un mot. À Guantanamo. C'était.
Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Et pour la biographie, conjointement avec le programme Freud, vous pouvez comprendre ce que ça peut donner. Bien, nous avons légèrement, donc il y a quelque chose que vous avez dit, oui. Il dit qu'il a très bien dit, oui, intrusion brutale, du mystère, enfin, dans le cadre de la vie réelle. J'en ai parlé, hein. Oui, et moi j'ai fait ma dissertation, la rédaglose qui n'a jamais été résolue. Bon, nous y voilà aussi, restons avec ça, attendez. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un musée? Un musée, c'est une manière de se rappeler le passé, la manière de vivre des humains dans le passé, oui, par exemple, oui. Leur manière de penser, oui, c'est ça. Bon, ici nous avons David Lodge, la chute du British Museum. Rivage poche aux bibliothèques étrangères, traduit de l'anglais par Laurent Dufour. Et là, je vais lire moi-même d'abord. Pour son malheur, décadent Appleby s'éveillait, sa conscience était immédiatement submergée par toutes les choses auxquelles il voulait le moins songer. Maintenant, c'était... Vous savez que nous avons des techniques qui permettent à beaucoup de monde de ne pas y penser. Par exemple, construire un mur. Longtemps, jusqu'à ce qu'il n'y pense vraiment plus. Ensuite, il en ressort blanc comme le Bouddha. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. David Lodge, la chute du British Museum. Mais... Bon, attendez. Je vais quand même lire quelque chose, mais un instant. Pour son malheur, décadent Appleby s'éveillait, sa conscience était immédiatement submergée par toutes les choses auxquelles il voulait le moins songer. Les autres hommes, croyait-il, accueillaient chaque nouvelle aube, l'esprit et le cœur réconfortés, plein d'optimisme et de détermination. Ou bien, il passait, indolent, la première heure de la journée dans un état d'engourdissement bienheureux, incapable d'avoir la moindre pensée, agréable ou désagréable. Oui, mais ça, c'est l'état de... Cobalco Martingale. C'est pas faux. Oui, mais ça, c'est l'état des bouddhistes. C'est faux. Si? Là, vous êtes bouddhiste. Non, c'est faux. Si? Non. Mais tapis, tels des harpies autour de son lit, des pensées déplaisantes qu'était l'heure où Adam entr'ouvrait les paupières. À ce moment-là, il était contraint, tel un homme qui se noie, de passer en revue toute sa vie en un instant, partagé entre les regrets du passé et les craintes de l'avenir. C'est ainsi que lorsqu'il ouvrit les yeux un matin de novembre et les fixa encore tout voilés sur la rose mal en point, 3 verticales, 6 horizontales, du papier peint en face de son lit, Adam se rappela simultanément qu'il était âgé de 25 ans et en aurait bientôt 26. Était étudiant-chercheur avec une thèse en préparation qu'il avait peu de chance d'achever en cette 3e et dernière année de sa bourse, dont le montant avait laissé place à un énorme découvert qu'il était marié, père de 3 enfants en très bas âge. L'un d'eux avait donné des signes d'une éruption cutanée alarmante la veille au soir, que son nom était ridicule, qu'il avait mal à la jambe, que son scooter délabré avait refusé de démarrer la veille au matin, et sans doute refuserait de démarrer ce matin, qu'il avait raté de peu la mention très bien à cause d'une mauvaise copie de moyen anglais, qu'il avait mal à la jambe, qu'à l'école primaire, il s'était révélé qu'à l'école primaire, il s'était révélé un tel expert au jeu de celui qui pisse le plus haut sur le mur, des cabinets des garçons dans la cour, qu'il avait mouillé la barrette du curé, qui se trouvait à ce moment-là inspecter la récréation de l'autre côté du mur, qu'il avait oublié de réserver des livres au British Museum pour les lire ce matin, qu'il avait mal à la jambe, que les règles de sa femme avaient 3 jours de retard et qu'il avait mal à la jambe. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Oui.
Qu'est-ce qu'il disait, Monsieur Doulard? Il disait avant le gel. Et il disait... Pas comme ça, pas comme ça. Les pensées fusaient dans son cerveau telles des gerbes d'aiguilles chauffées à blanc. La douleur devenait insoutenable. Pour éloigner la panique, il tenta désespérément de réfléchir. Qu'est-ce qui le tourmentait le plus? Pas besoin de chercher, il savait, c'était la peur. Que Jim lâche ses chiens sur lui comme sur une proie terrorisée aux abois. Il était devenu gibier. Toute cette longue nuit du 18 au 19 novembre, où il reste atterré à bout de force sous un arbre déraciné, il crut entendre les chiens. Jim ne laissera personne lui échapper. L'homme que j'ai choisi de suivre, l'homme qui dégageait un amour sans limite, est devenu quelqu'un d'autre. Il a changé de place avec son ombre, ou alors avec le diable. Celui-là, même contre lequel il nous mettait constamment en garde dans ses prêches, le démon égoïste qui nous empêche de servir Dieu dans le respect et l'obéissance, ce que je croyais être de l'amour s'est transformé en haine. J'aurais dû comprendre plus tôt. Jim, lui-même, ne cachait rien. Il nous a livré la vérité par fragments. Nous n'avons pas voulu admettre ce qu'entendaient nos oreilles. C'est ma faute, je ne voulais pas comprendre. Tous ces rassemblements, ces sermons, ces passages n'évoquaient pas que la préparation spirituelle à laquelle chacun de nous devait s'astreindre avant le jugement. Il a bien dit que nous devions être prêts à mourir. Donc, nous rappelons quelque chose par rapport à la mémoire. Il y a le factum et il y a le factum. Je vais leur dire que quelque chose, ce passage évoque beaucoup de choses. Jim lui-même ne cachait rien. Jim. C'était impossible et ils l'ont fait. C'est Mark Twain qui le disait. Mark Twain, l'auteur de Tom Sawyer. Et nous savons que Mark Twain, tout comme Jane aussi, ça c'est sûr, Mark Twain avait l'occasion d'entrer dans un lieu où il pouvait entendre, c'est vrai, des esclaves parler. Rappelez-vous que en Allemagne, il y a un réseau qui s'appelle le réseau Clama, qui savent quelque chose, c'est vrai, de Kant, par exemple, et qui savent faire en sorte que des personnes soient heureuses d'être esclaves. Et Jim lui-même ne cachait rien, il nous a livré la vérité par fragments. Jim avait cette confiance en lui. C'était étonnant pour un esclave. À la limite, pauvre de vous. Pour les propriétaires terriens, par exemple, pour les maîtres, pauvre de vous. Et vous savez que Tom Sawyer est roux, ouais. Tom Sawyer allait à l'école sans chaussures. Vous savez que si vous n'avez pas de quoi acheter des chaussures, est-ce qu'un enfant ici, dans nos latitudes, irait à l'école? Alors vous me direz, oh, ça serait pas forcément possible. Bon, il y a plein de solutions pour qu'il ait des chaussures, oui. Mais admettons, qu'est-ce qu'on lui disait? Pourquoi tu vas à l'école? Toi? Pourquoi tu vas à l'école? T'as pas de chaussures?
Mais, il y a cette attitude, c'est ma faute, je ne voulais pas comprendre. Cette attitude de ne pas vouloir comprendre. Doulard a cette attitude-là. Et c'est là que nous devrions lire un passage que je ne lis pas tout de suite pour dire « Mais vous ne pouvez pas y arriver avec la raison. On ne peut pas y arriver avec ça. » Tous ces rassemblements, ces sermons, ces messages n'évoquaient pas que la préparation spirituelle à laquelle chacun de nous devait s'astreindre avant le jugement. Alors un instant, c'est ce que je vous dis qu'on lise. Je vous donnerai le titre tout à l'heure. Ma plus grande émotion vint cependant d'une autre visite que j'attendais moi encore. C'était au début de l'automne, à la tombée du jour. Assise auprès du feu, dans la chambre des enfants, j'avais pris Louis-Auguste sur mes genoux pour lui faire quelques contes de peau d'âne. Je retenais de la main la petite Heudicourt, qui était assise sur le bras de mon fauteuil pour m'entendre. Et tout en parlant, je perçais distraitement du pied le dernier né, par que ses dents tourmentaient. Les enfants des reines ont des remueuses. Les remueuses est chargée de changer l'enfant. Les remueuses est aussi chargée de changer l'enfant. Il faut vous taire, s'il vous plaît. Les enfants des reines ont des remueuses préposées à les bercer, mais les bâtards des rois n'en ont point autant. Un gentilhomme en costume de chasse, dont je distinguais mal les traits dans l'obscurité, entra soudain dans la chambre sans être annoncé. Je tentais de me lever pour jeter promptement les enfants hors de sa vue, mais mes fardeaux m'embarrassaient. Avant que je sois debout, je reconnus la voix, sans visage, qui montait de l'ombre. « Ne vous effrayez point, madame, et ne dérangez pas ces enfants, j'entendrai moi-même volontiers la suite du conte. » Je ne crois pas que la voix qui sortit un jour du buisson ardent surprit Moïse davantage, et je doute si l'apparition de Dieu le Père au pied de mon lit m'eût causé autant d'émotion, car, pour Dieu, on sait, après tout, qu'il apparaît parfois aux saints et même aux autres. Mais, pour le roi, je n'eusse pas cru imaginable que, quittant ses palais, il vint un jour jusqu'à Vaugirard, sans être précédé ni suivi. J'eus de la peine à retrouver ma voix, et je ne sais trop comment j'achevai mon histoire, peut-être dans mon trouble, mariage contre la règle, le prince charmant et Carabosse. Les enfants ne se plaignirent pas, et le roi ne m'en fit pas de reproche. Je fus si bouleversée de cette visite qu'après le départ du roi, je demeurai encore une grande heure à rêver dans l'obscurité, et j'y serais peut-être encore si, à la fin, la petite Heudicourt, sortant du respectueux silence qu'elle s'imposait, ne m'avait tiré par ma manche pour me réclamer à manger. À quelques jours de là, écrivant à mon frère que M. de Louvois venait de faire gouverneur de la petite place d'Amersfoort, dans la Hollande, je ne pus me tenir de lui dire d'Amersfoort, je ne pus me tenir de lui dire qu'il y avait bien du plaisir à servir un héros et un héros que nous voyons de près. Françoise Chandernagor, l'allée du roi. En faire? Oui. Non. Page 306. Bien. Vous avez des questions? Nous voulions parler aussi d'un sujet, il n'y en a pas, si, on en a.
Euh, J'avais beaucoup de questions à poser. On a été très ambitieux hier. Je trouve que 3 heures, c'était horrible pour tout le monde. Mais pas du tout. C'était très agréable à écouter. Oui. Mais vous deviez comprendre que nous n'étions pas d'accord de ne pas lire, hein, parfois. J'ai bien entendu que la version avec l'autre enregistreur, c'était pas mal du tout. Là, il y a quelque chose qui se passe et je ne suis pas d'accord. Oui. Nous avons plusieurs choses à passer en revue, oui. Et je voulais parler notamment des coins, le fruit, oui. Et je voulais vraiment, absolument savoir ce que c'était. Alors, nous avons réfléchi pour essayer de comprendre, mais vraiment comprendre ce que c'était. Madame a une hypothèse. Oui, nous notons, je mets les abeilles et à côté, je mets coin. Très bien. C'est bien. Et c'était ça que je voulais dire. Maintenant, je voulais savoir par rapport, c'est vraiment une question personnelle, mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont été publiés? Ces gens-là? Oui. Alors, c'est une question cathédrale que vous nous posez. Nous avons déjà fait une dissertation sur quelque chose qui s'est produit, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi il dit que c'est des gribouilleurs? Alors, nous vous proposons plusieurs hypothèses. On pourrait, par exemple, parler, on dirait Emerson. Non, c'est pas ça. On pourrait dire histoire mystérieuse. Isaac Asimov. Alors, c'est ça qui s'est passé? Non, c'est pas ça. Pourquoi pas, hein? Par là, on n'est pas là. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Nous allons lire quelque chose, on vous donnera le titre juste après. Chapitre 1er. Au XVIIIe siècle vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus abominables de cette époque, qui pourtant ne manqua pas de génie abominable. C'est son histoire qu'il s'agit de raconter ici. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Et si son nom, à la différence de ceux d'autres scélérats de génie, comme par exemple Sade, Saint-Just, Fouché, Bonaparte, etc., est aujourd'hui tombé dans l'oubli, ce n'est assurément pas que Grenouille fût moins bouffi d'orgueil, moins ennemi de l'humanité, moins immoral, en un mot moins impie, que ses malfaisants plus illustres, mais c'est que son génie et son unique ambition se bornèrent à un domaine qui ne laisse point de traces dans l'histoire, au royaume évanescent des odeurs. Patrick Susskind, le parfum. Madame a été très claire hier, malgré tout. J'ai parfaitement compris quelque chose. Vous êtes en train de demander pourquoi est-ce que certains ont quand même été publiés si, pour vous, ce n'était pas de la littérature. On pourrait répondre basiquement, alors il a été publié si ce n'est pas de la littérature. Comme font ces messieurs dames. C'est vrai. C'est vrai, mais non. Ils sont dans la littérature, oui. Bon, en fait, ils étaient dans la littérature, oui. Mais ils sont dans la littérature, oui. Et c'est de l'art, oui. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils pensaient ça?
Pourquoi est-ce qu'ils ont critiqué ça? L'éducation de biographie, oui, c'est ça. Alors, c'est un... Donc, ce que disait... comment il s'appelle, Bonafou, Pascal Bonafou? Que c'est un genre littéraire. C'est un genre... Oui. Et alors, on ne sait pas trop ce que c'est, la biographie, en réalité. Oui, mais en fait, la question, c'est publiable ou pas publiable, c'est une œuvre littéraire ou ça n'est pas. Mais vous entendez, c'est publiable, pas publiable. Oui, mais ils ont été édités. Édités ou pas édités. Peu importe, oui. Ah, c'est vrai. C'était pas la question, finalement. Non. Ah. Si c'est une œuvre d'art, c'était la question. La question, c'est, est-ce qu'il s'agit d'une œuvre d'art? Oui. Patrimoine, ce que c'est. Oui, c'est ça, par exemple. Oui. Non, c'était pas. Oui, oui, tout à fait. Mais vous l'avez entendu. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été publiés? Oui, eh bien, ils ont été publiés. Oui, vous aurez la réponse tout à l'heure, oui. Oui, alors, c'est quelque chose qui m'ennuie fortement, oui, parce que vous n'avez pas compris. Oui, oui, oui. Nous rappelons qu'avant le gel, la couverture, c'est un papillon. C'est une illustration de papillon, d'un papillon, oui. Bon, voilà. Nous avons donc nous poursuivons pour cette histoire de mémoire. Oui. Alors, oui, nous avons fait quelque chose. Donc, monsieur, enfin, je me suis rappelé de quelque chose, et il m'a dit, il faut absolument savoir où c'était écrit, il faut le retrouver. Et après avoir trouvé mes livres, oui, j'ai dit, tiens, mais oui, mais c'est un livre que j'ai rendu à la bibliothèque. Fin de la première partie.